Bonjour à toutes et à tous. Allez-y, installez-vous juste à côté. Juste à côté. Et voilà, et moi je vais me mettre ici. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vois du monde qui rentre en salle, qui s'installe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier mentoring de ces 3 jours de salon. Et un mentoring qui est dédié à la logistique et notamment au thème de comment la crise sanitaire a instauré de nouveaux usages et méthodes. Et Emmanuel le disait à l'instant, 2 invités à mes côtés, donc Thomas Fressénon qui est CEO de Bergamote, qui est notamment mentor de cette thématique supply chain. Bonjour Thomas, bienvenue. Ravi de t'avoir à nos côtés. On t'a vu hier pour la remise de prix des awards. Et Clément Rossigneux, qui est le directeur des opérations de Kitok. Bonjour Clément et bienvenue sur le plateau de Paris Retail Week. Alors, j'ai une première question, mais vous allez vous en douter, je vais quand même vous demander de vous présenter et de nous en dire un peu plus sur vos entreprises respectives. Thomas ? Alors, moi, je suis Thomas Fresnon, donc directeur des opérations chez Bergamote. Les opérations chez Bergamote, donc, ça va être la gestion des ateliers, ça va être la gestion du transport, supply chain, le service client également. Donc, Bergamote, c'est une entreprise de livraison de bouquets, de plantes, en e-commerce, avec du coup une 5 ans d'existence, une forte croissance et voilà, une dernière nouvelle qui est arrivée récemment où on a intégré un groupe avec 2 autres startups dans ce modèle-là, une anglaise et une autre sur le Benelux, et voilà, avec pour ambition de construire un leader européen sur la vente de plantes et de fleurs sur Internet. Et il s'appelle comment ce groupe ? Bloom & Wild. Très bien. Oui, bonjour à tous. Donc, Kitok, on est leader en France du panier recettes. Donc, on livre chaque semaine un panier avec tous les ingrédients, les fiches recettes et les justes quantités en fait pour préparer des bons petits plats chez soi. Donc, le panier recettes, c'est un nouveau mode de consommation justement basé sur l'anti-gaspi, la suppression de la corvée des courses et la suppression de l'éternelle question de qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Donc pareil, c'est une société qui a été créée en 2015 avec une forte croissance. Ce nouveau modèle qui a plutôt été du bon côté de la barrière du Covid par rapport à la croissance. On a eu des taux assez impressionnants de croissance. Et donc les opérations chez Kitok, c'est du coup la partie donc achat, sourcing de matières premières, donc tous les ingrédients qu'on va retrouver dans les paniers. Supply chain, donc approvisionnement, transport, et puis exploitation, la partie vraiment purement entrepôt de préparation de commandes. On a un site qui concentre la totalité de la production pour toute la France. Très bien, merci pour cette présentation. Je le disais Thomas, donc vous êtes mentor de cette thématique supply chain. Et en fait, on l'a vu, la crise sanitaire a considérablement modifié à la fois les méthodes, mais aussi les process au sein des entreprises, y compris celle de la supply chain. Comment est-ce que vous avez vécu le choc de cette première vague ? Là, on va parler de la première vague qui a été véritablement celle qui a, on va dire, insufflé des nouvelles méthodologies. Effectivement, alors on a subi, on va dire, 3 grosses vagues. Les 2 suivantes, on les a traitées très bien parce qu'on avait l'expérience de la première. Donc je vais surtout parler de la première vague, donc le 17 mars 2020, où en fait on parle bien d'un choc dans le sens où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Sur le point de vue des clients, est-ce que les clients vont commander des fleurs? Est-ce qu'ils vont arrêter de commander? On n'en sait rien. D'un point de vue interne et les employés de Bergamote, on a rapidement choisi de leur laisser le choix de venir travailler ou non. Est-ce qu'ils vont venir travailler? Est-ce qu'ils vont choisir de rester chez eux? Et puis enfin, sur la partie supply, est-ce que les frontières sont ouvertes? Est-ce que nos fournisseurs sont capables de nous fournir les quantités demandées? Est-ce qu'ils vont tenir le choc? Donc voilà, c'est vraiment un crash test en fait. C'est-à-dire que la première semaine, décroissance de 50%. Énorme. Donc on commence à s'adapter. Et puis la semaine suivante, on fait x2, et puis x3, et puis x4. Et donc très rapidement, on est obligé finalement de s'adapter. En fait, il y a une approche qui va être dire comment je garde mon modèle supply chain pour le faire résister à cette crise.
Et puis, il y a une autre approche qu'on a eue, c'est de se dire, en fait, cette crise-là, elle modifie le contexte. Et donc, du coup, on va se servir de ce contexte-là pour survivre. Voilà, donc c'est voilà, un exemple, c'est on a compensé les fleuristes chez nous qui avaient peur de venir travailler en appelant les fleuristes autour de chez nous dans les boutiques qui, eux, avaient fermé, qui avaient envie de bosser, et qu'on a appelé en leur disant nous, on a du boulot, on va vous offrir un salaire le temps que cette crise passe. Et en fait, on a finalement essayé de faire bénéficier l'écosystème de notre croissance, en quelque sorte. Super. Vous, Clément, comment ça s'est passé ? Oui, nous, ça a été aussi un choc de croissance. Donc, ça a été, le premier enjeu, ça a été de faire face à la demande client qui a triplé en 10 jours, avec en gros, je dirais trois briques de la chaîne de valeur à maîtriser. La partie, c'était la mise à disposition de la matière première, donc sécuriser l'approvisionnement, avec du coup là un task force entre justement un pôle achat et approvisionnement que j'ai fusionné pour adresser justement l'urgence, créer des canaux de communication avec l'ensemble de notre mix fournisseur, partager les prévisions comme on pouvait parce qu'on avait assez peu de recul, mais justement anticiper, massifier les achats, commander en fait sur plusieurs semaines pour sécuriser vraiment la disponibilité de la matière première. Surtout sur un côté alimentaire où on a de la fraîcheur, des DLC courtes et du coup des ruptures d'approvisionnement parce qu'il y a eu surtout sur le sec, épicerie, il y a eu des grosses ruptures parce qu'il y a un gros afflux de clients sur la GMS qui a créé des ruptures sur le marché. Donc ça a été vraiment de s'organiser avec des redondances de fournisseurs, beaucoup de sourcing pour sécuriser cette partie-là. Après, la deuxième brique, c'était la brique très opérationnelle de préparation de commande, donc la logistique pure, avec là, du coup, en fait, une sécurisation des people sur l'entrepôt. On est monté à un shift, 2 shifts, 3 shifts, avec l'entrepôt qui tournait donc 24/24. Et du coup, là, c'était vraiment sécuriser le personnel, le faire venir en sécurité avec le bon taux d'encadrement. Donc là, ça a été vraiment un côté recrutement. On a recruté 80 personnes en 10 jours pour justement faire face à cet afflux de travail sur entrepôt. Et puis la troisième brique, c'est vraiment l'acheminement, la livraison. D'accord. Où là, du coup, ça a été pareil, un travail avec nos partenaires d'anticipation, de sécurisation, beaucoup de communication aussi envers le client. On a élargi les créneaux de livraison. Normalement, on a une promesse de créneau de 2 heures qu'on a élargi pour justement permettre aux transporteurs d'encaisser le surplus de commandes, quoi. D'accord. Et au niveau du nombre de personnes dans vos équipes respectives? Donc, ouais, nous, j'ai dû faire un x3 à peu près. À cette période-là. Et c'est le même ordre de grandeur chez Bergamote dans la partie atelier. Et alors après, on a aussi... en fait, typiquement, on a notre business retail qui s'est effondré puisque tous les points physiques étaient fermés. Du coup, on a pu aussi transférer des personnes. Voilà, exactement. Il y a un moment où on bascule complètement les priorités de l'entreprise. Et à ce moment-là, typiquement le retail, le marketing se sont effacés pour aider, venir compléter les équipes aux opérations qui étaient sursollicitées dans cette période-là où les produits se vendaient fortement sans effort. Alors cette période, elle a eu aussi des impacts à d'autres niveaux, des conséquences sur la maîtrise de la qualité, donc vous êtes forcément concernés tous les deux, des coûts, du bien-être des collaborateurs. Quelles ont été les conséquences, mais aussi les solutions et les mesures que vous avez mises en place? Alors, sur la qualité, chez Bergamote, c'est un sine qua non, on ne touche pas à la qualité, donc on a pris ça comme un prérequis. D'accord. Les coûts, en réalité, la croissance apporte finalement une capacité à dégager du chiffre d'affaires et donc de couvrir les coûts. Finalement, j'ai plus envie de parler du bien-être des collaborateurs parce qu'effectivement, eux aussi, on change leurs habitudes, leur environnement et on a essayé de se placer, de prendre du recul par rapport à tout l'écosystème. Donc, par exemple, pour nos collaborateurs qui avaient des difficultés à faire leurs courses parce que les magasins fermaient tôt,
Et de l'autre côté, on avait Rungis, où on va acheter des fleurs. On avait des maraîchers qui avaient du mal à vendre leurs produits parce que les restos étaient fermés. Du coup, on allait acheter, faire des paniers de fruits et légumes pour nos collaborateurs qui pouvaient rentrer chez eux avec leur petit panier. On a essayé d'apporter comme ça de la bienveillance. Exactement. Oui. Finalement, ça a été une période difficile pour tout le monde, autant d'un point de vue professionnel que personnel. Et donc, à ce moment-là, on a essayé justement d'essayer de compenser ce tout. Voilà, par exemple, on a fait venir un coiffeur pour nos employés qui avaient envie de se couper les cheveux et qui ne pouvaient pas, parce que le coiffeur était fermé. Voilà, c'est essayer d'apporter de la bienveillance pour que les gens se sentent bien et qu'ils puissent justement contribuer à accompagner la croissance qui était compliquée. Donc là, on est sur des nouveaux usages, des nouvelles méthodes, mais aussi des plus, des choses auxquelles vous n'auriez pas finalement pensé auparavant et qui se sont mises en place pour apporter de la cohésion au sein des équipes. Oui, tout à fait. Alors, en fait, à ce moment-là, l'état d'esprit a été hyper important et finalement, c'était soit l'équipe explosait, soit elle se soudait. Ça a pris, on s'est serré les coudes, on s'est soudés. C'était une belle expérience pour nous. Et voilà, j'imagine que chez Kitok, vous avez aussi senti ce... On avait fait aussi du coup des paniers repas à destination des employés pour les aider dans le quotidien. On a doublé les primes aussi parce que ça représentait une forme d'effort et qu'on voulait rewarder cet effort-là, d'être présent tous les jours. On a aussi, en tout cas, eu un vecteur de fédération de toutes les équipes en mode gestion de crise. Forcément, ça soude. Et puis, je pense que c'est aussi, forcément, en période de croissance, de recrutement énorme, on a aussi fait appel à de l'intérim, etc. Mais c'est l'encadrement au niveau de la structuration hiérarchique, la création d'équipes, de chefs d'équipe, l'organisation en strates hiérarchique, où on a du coup pu mettre en place une organisation plus structurée, plus scalable. Et du coup, on a pu faire émerger des gens en tant que managers qui se sont révélés et qui ont pris, je dirais, un ascenseur hiérarchique dans l'entreprise. Et ça, en tout cas, c'est la crise qui a pu révéler ces personnes. Ça a fait révéler des talents aussi, quelque part. Tout à fait. Intéressant. Avec justement des prises de leadership en mode gestion de crise, avec en tout cas des profils qui ont vraiment trouvé leur place. Et oui, effectivement. C'est un moment où chaque personnalité, chaque compétence se révèle. Dans ces moments-là, inattendu en fait. Ok. Alors, du point de vue de la chaîne logistique et de la livraison du dernier kilomètre, qui sont des points importants quand même au sein de vos entreprises, est-ce que ça a eu aussi des impacts et comment est-ce que vous avez réagi ? Allez, Thomas. Alors, oui, des impacts énormes. Clément en a parlé, notamment, il y a une demande tellement forte sur la livraison du dernier kilomètre que finalement, on a trouvé des astuces comme agrandir les créneaux, tu en parlais. Finalement, les clients qui étaient confinés chez eux étaient prêts à accepter qu'on les livre sur des créneaux plus larges et ça permettait à nos prestataires de pouvoir mieux s'organiser et répondre à la demande qui se voulait croissante. Ça a été aussi l'occasion d'avancer sur un certain nombre de points qui vont devenir pour moi des standards. Je pense à la livraison sans contact. Finalement, pourquoi s'embêter à devoir signer un papier, un iPad, alors qu'en fait maintenant il existe des solutions pour assurer la livraison sans contact. Donc ça, c'est vraiment des points d'amélioration qu'on va retrouver maintenant comme des standards dans la livraison du dernier kilomètre. Sur la livraison, oui, nous, un des faits marquants, je dirais, c'est que ça nous a incité à internaliser en fait une partie de nos flux. Donc là, en gros, cette année, on a décidé d'opérer nous-mêmes en fait notre livraison. Donc on a déclenché le projet en cours d'année. Là, ça y est, on met nos propres moyens roulants, nos propres chauffeurs. On va déployer du vélo cargo dans Paris, du véhicule électrique aussi pour livrer dans toute l'Île-de-France. Donc ça a été en tout cas un déclencheur justement pour faire face à cet afflux de livraison que nos partenaires n'étaient pas forcément en capacité de correctement gérer en fait dans leur réseau. Ça a mis en pause certains projets. On avait lancé un projet de consigne avec Reverse Logistique justement pour supprimer l'emballage du panier. Ça nous a fait perdre un peu de temps parce que la logique justement d'échange dans le cadre de livraison sans contact, c'était
un petit peu moins pertinent. Mais là, on reprend ce projet-là. Mais donc, ouais, je dirais un travail d'anticipation, main dans la main avec les partenaires sur la livraison, assouplissement un petit peu des contraintes horaires, et puis enclenchement du projet d'internalisation de livraison. L'idée, c'est en fait de récupérer quand même la gestion de notre service de bout en bout. On sait que la remise du service, la remise du panier, ça reste l'interface client la plus prégnante. Ouais. Et quelque part, en fait, conserver la main sur ce mouvement-là, c'est important pour nous. Ça nous permet de sécuriser une qualité de service, une présentation. On parle maintenant d'ambassadeurs plus que de livreurs. On est en train de faire des tests justement d'expérience client où le matin, vous recevez votre panier qui toque, peut-être avec un croissant, le soir avec je sais pas, des chips apéro. L'idée, c'est vraiment de créer une expérience de livraison qui, on le sait, est assez différenciative. Et que vous ne pouvez pas percevoir en tant que tel, c'est-à-dire que c'est un peu le dernier point où c'est le dernier acte, mais qui concrétise tout le travail qui a été fait avant. Donc c'est bien, même si on travaille avec nos partenaires de manière hyper renforcée et serrée, c'est bien d'avoir la main aussi jusqu'au bout, quoi. D'accord. J'ai une question à vous poser à tous les deux. J'aimerais savoir ce que vous avez conservé ou au contraire rejeté dans votre stratégie en termes d'usage et de méthode suite à cette période. Elle n'était pas prévue, cette question. Moi, en tout cas, je retiens l'internalisation de la livraison. Je retiens aussi forcément le côté aussi sanitaire et gestion des circuits dans l'entrepôt, de renforcement de toute l'agence d'entretien, etc., qui passe de plus en plus souvent. La séparation des shifts, on a instauré 1 heure entre les 2 équipes pour faire que les gens ne se croisent pas. Ça, on l'a maintenu, même si c'est au détriment d'échanges et puis surtout la structuration, en fait, la responsabilisation dans l'entrepôt sur des équipes qui grandissent. Beaucoup de choses finalement. Ouais. En fait, on n'est pas encore vraiment sorti, c'est vrai. Et donc finalement, l'aspect sanitaire, on reste avec du plexiglas pour séparer les personnes qui travaillent sur les établis, les process de nettoyage. Après, moi, je retiens plus finalement le fait qu'on s'est testé à haute vitesse. C'est comme si on avait une Renault Mégane et puis d'un coup on dit en fait vous allez aller sur un circuit, vous allez rouler à 350 km/h avec votre voiture. C'est pas fait pour, mais on a dû le faire. Et quelque part, ce que je retiens surtout maintenant, c'est des acquis de ce qu'on est capable de faire, où est-ce qu'on est capable d'aller. C'est vraiment la robustesse de notre modèle. D'accord. Ça rejoint, en tout cas, ça va vers la dernière question que j'ai à vous poser. Quel conseil vous avez à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont nous revoir en replay, pour s'en sortir, face à cette crise ou d'autres points en termes d'usage et de méthode? Je dirais, le premier point, c'est organisation en mode cellule de crise. Identifier les responsables de chaque sujet, éventuellement pas hésiter à modifier l'organisation. Comme moi, par exemple, j'ai fusionné achat-approvisionnement, 2 métiers qui sont normalement entre guillemets sur des enjeux et des timings différents, oui. Mais pour répondre à une urgence. Donc pas hésiter à bouger momentanément, en tout cas être agile sur son organisation, responsabiliser avec des périmètres clairs pour justement avoir des porteurs de projets qui sachent qui sont sur leur périmètre de responsabilité, qui peuvent être réactifs en fait. Parce que la crise, c'est surtout du coup de la réactivité et il faut quelqu'un qui ait l'impression qu'il est aux manettes. Si on garde 15 étages de validation, en période de crise, en fait, ça ne marche pas. Donc agilité sur l'organisation et responsabilisation. Thomas, un mot de conclusion. Et moi, je parlerai effectivement, alors on parle beaucoup de flexibilité dans la supply chain. Ça a toujours été un credo chez moi de me dire qu'en fait, à la supply chain, on a la vision de l'instant où on se dit qu'on doit être capable de délivrer les commandes de nos clients à l'instant T. Et puis, on a cette vision un peu plus moyen terme, long terme, où on se dit on va avoir de la croissance et je dois dès maintenant préparer l'avenir. Avec cette expérience-là, je me rends compte qu'il y a aussi un phénomène
de rapidité d'exécution, d'être capable d'avoir un modèle qui est capable de switcher très rapidement, Oui. et finalement de robustesse. Donc je reviens vraiment, ma comparaison, ce serait les stress tests des banques qui ont aujourd'hui, post-crise, ont des stress tests pour voir si elles résisteraient à une crise financière. Aujourd'hui, j'ai envie que ma supply chain réponde à des stress tests sur de la demande, sur des crises sur la fourniture, sur éventuellement des problèmes RH. En fait, on a tout un tas de critères qui font que la supply chain va répondre à la demande. Et maintenant, c'est de les intégrer de telle sorte à ce qu'en fait, ils aient Des référentiels. En fait, il faut une élasticité. Il faut que très rapidement, on soit capable de répondre à une demande plus forte, de répondre à un problème. C'est indicateur, en fait. Voilà, c'est vraiment de... Maintenant, sur chaque projet, en fait, on se demande et qu'est-ce qui se passe si on fait x3 en 10 jours sur ce projet. Donc forcément, ça entraîne une forme de rigueur, de scalabilité. Ouais. Exactement. Très bien, merci à tous les deux. Je regarde si dans la salle, il y a des questions, puisqu'on a encore quelques minutes. Avez-vous des questions ? Pas de questions, sinon en tout cas on pourra continuer à échanger en dehors de cette scène avec nos deux intervenants que je remercie chaleureusement. Merci beaucoup pour vos témoignages, merci à tous les deux pour votre expertise et merci au public pour avoir assisté à cette dernière intervention des 3 jours et un petit clin d'œil à la technique aussi. Et merci à Claire Delez, je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort, c'est elle qui a fait notamment l'éditorial de ce qui s'est passé sur cette scène. Merci beaucoup.